Bonjour, chers membres de ma communauté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joanne Poitras, que j'ai connue à l'IMAC lors de congrès. Hein, Joanne, c'est là qu'on s'est Oui, connus? Dans oui, des de congrès. congrès, oui. Oui, 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 C'est- oui. Alors, on fait des belles rencontres, des gens passionnés. Les médiateurs, c'est fait partie de la grande famille des médiateurs, médiatrices. Mais Joanne, elle a un parcours particulier. Je vais vous le citer avant qu'on aille plus loin. Alors, elle a une formation de base en nursing. C'est une formation universitaire de premier cycle qu'elle a suivie aussi en andragogie, excusez-moi, organisation de soins en santé communautaire. Elle a travaillé dans le milieu hospitalier, dans le milieu obstétrique. Donc, oui, elle a eu la chance d'accoucher des femmes hein, dans les années 90. C'était le début des sages-femmes. Tu as fait partie de ce mouvement-là, c'est ce que je tout à fait. comprenais. Donc, et elle est devenue conseillère syndicale en 1985. Et pendant plusieurs années, elle a fait les deux emplois, à la fois conseillère syndicale et infirmière. Mais je pense que tu t'es réalisée un peu plus peut-être dans le milieu syndical, si on peut dire. Mais c'est que dans n'importe quel milieu, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le nursing, c'est biopsychosocial. Donc, on est porté à centraliser le rôle des infirmières dans les hôpitaux alentours des médecins, quand la pratique infirmière, c'est davantage une pratique dans la société, puis une pratique d'empowerment, si on peut dire. Une infirmière, c'est une accompagnatrice. Donc, dans les hôpitaux, c'est plus difficile de réaliser notre autonomie professionnelle comme infirmière. C'est ça que j'ai réalisé. Oui, c'est ça. Puis là, tout ça, en fait, en tout cas, tu aimes ça, apprendre. Tu as suivi des cours de deuxième cycle en droit de la santé à l'Université de Sherbrooke et Ouais. aussi tu as fait ton programme de règlement des différends, le PRD qu'on appelle à l'Université de Sherbrooke, et tu es devenue médiatrice accréditée. Tu es même CRHA, ce qui veut dire conseillère en ressources humaines agréée. Alors, j'ai aimé ça, ce que j'ai lu aujourd'hui. Je suis médiatrice accréditée et infirmière retraitée. Je suis à l'étape de mon legs professionnel. Oui, ben, je sais pas si vous connaissez Monsieur Jacques Limoges. Peut-être regardez, c'est un monsieur qui a fait beaucoup de la recherche sur les différents cycles du travail actif, là, travail dans le milieu. Et à l'époque, on est comme des plantes. Dans le fond, une fleur va faire un fruit avant de mourir pour être capable de laisser quelque chose. L'être humain, pour se réaliser à la fin d'une carrière, veut essayer de faire profiter les autres de ce qu'il a appris. Donc, je suis vraiment dans ce logique-là depuis une couple d'années. Ah oui, puis c'est merveilleux. Puis ça s'inscrit dans nos conférences, puis dans nos webinaires qui sont C'est ça. gratuits, que moi aussi, je pense que je suis rendue à un certain âge où je veux partager des connaissances, puis tout ça. Puis, à un moment donné, bien là, le sujet de notre conférence, dans le fond, c'est la dévictimisation. Et quand tu m'avais parlé à un certain moment que tu faisais des conférences sur la Oui. dévictimisation, je me suis dit, oh là là, que c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'elle doit faire ou qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cadre-là? Et parce que je n'avais jamais entendu parler de genre d'atelier de conférence sur la dévictimisation. Dévictimisation. Puis là, ben, on va parler de ça. On se donne à peu près 45 minutes pour parler de ça. Mais justement, c'est quoi ces conférences-là? Puis ça vise quoi? Bien, quand j'ai commencé, c'est il y a plusieurs années, parce qu'en fait, je fais juste corriger quelque chose. Dans les hôpitaux, j'ai travaillé plutôt dans les années 80, puis j'ai fait, mais c'est pas grave, c'est un détail. J'ai travaillé beaucoup avec les infirmières. Puis qu'est-ce qu'on sait? La profession infirmière regroupe surtout des femmes. Et quand il se produit quelque chose, des conflits ou n'importe quoi, ces départements, puis que les gens deviennent en souffrance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les infirmières, le nursing, c'est une pratique en don de soi. Et beaucoup s'oublient. Puis, à un moment donné, c'est difficile de donner des soins soignés quand on ne se soigne pas soi-même. Fait que là, j'avais réfléchi là-dessus parce que dans mon rôle de conseillère syndicale, j'étais souvent quelqu'un qui faisait de l'accueil, qui recevait ces femmes-là en souffrance. Fait que je me suis questionnée. Puis je me dis, le problème, c'est qu'ils sont des victimes. Et j'avais été à l'époque à une conférence, j'ai été la chanceuse de rencontrer à quelques reprises Marie-France Érigoyen, qui écrit beaucoup sur le harcèlement moral. Et il y a une phrase qui a été mon déclic, qui disait le pouvoir, le harceleur vit sur le pouvoir de sa victime
et la victime n'est pas faible. Et on parle fin des années 80, début des années 90. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça parce que même pour moi, on ne choisit pas d'être infirmière par hasard. On devient qu'est-ce qu'on est. Donc, je me suis vraiment questionnée et moi, cette phrase-là me fait du bien. Fait que je me suis intéressée beaucoup aux féministes. Je suis fière de le dire, je suis une féministe dans l'âme. Et donc, j'ai commencé à lire et j'avais lu un article paru à l'Ordre des infirmières et on parle d'il y a longtemps où l'article s'intitulait « Infirmière col rose ». Puis je me suis mis col rose et je me suis mis à regarder ça et qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que on considère que nos qualités de femmes, qui sont beaucoup des qualités relationnelles, c'était vu comme une faiblesse. Puis ça, on regarde les années 90, qu'est-ce qu'on valorisait? C'était beaucoup la force, la performance, au détriment du côté humain puis le côté relationnel, qu'on prenait même la générosité comme des faiblesses. Et là, je me suis dit que ça n'avait pas de bon sens. Donc, j'ai commencé à lire beaucoup là-dessus, puis c'est là que j'ai imaginé la conférence. Donc, je me suis dit, arrêtons d'agir sur le prétendu, parce que j'aime pas les étiquettes, moi non plus, mais il faut essayer de comprendre. Pourquoi s'attarder sur un fait, trouver des coupables? Parce que comme infirmière, mon sentiment, c'est que quand il se passe quelque chose, c'est comme dans le corps humain, c'est des symptômes de quelque chose qui ne vont pas bien. Donc, j'essayais de ne pas mettre d'étiquette, mais il faut en mettre quand même un pour être capable d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux t'interrompre une petite minute? Oui. Dans le fond, est-ce que tu voyais que les infirmières étaient comme victimes d'une situation ou victimes de l'organisation ou de ce qui se passait, puis qui ne prenaient pas leur pouvoir? Exactement. Qui ne disaient pas haut et fort, attention, là, on est importante, on a des choses à apporter, nos compétences de col rose, c'est drôle, j'ai du rose aujourd'hui, nos affaires de col rose, c'est pas que ça, c'est tout ça, c'était de... C'est que la formation, comment elle était faite, elle était basée sur un enseignement, entre autres, de Florence Nightingale, qui disait que l'infirmière doit être une mère pour ses patients, une gouvernante pour les autres employés et une femme pour le médecin. Puis je dis, puis c'était écrit là, c'était écrit dans des volumes. Donc, quand tu choisis d'être infirmière, c'est pas par hasard, c'est souvent des femmes qui sont en don de soi, qui donnent, mais qui s'oublient. Et ça, il y a des gens alentour d'elles qui profitent de ça. Parce que la générosité, puis le côté relationnel, en réalité, c'est un pouvoir, il faut juste le réaliser. Puis prendre sa place. Fait qu'à partir du temps, puis quand on veut faire de la dévictimisation, je racontais un peu c'est quoi les victimes, parce que la plupart des victimes, encore dans notre société, sont majoritairement des femmes. Ça ne veut pas dire juste des femmes. Fait que si on veut vraiment qu'il y ait moins de violence, ma logique avec ce que Marie-France Régoyen disait, c'est qu'on n'ait plus de victimes. Qu'on n'ait plus de victimes, oui, c'est ça, qu'on n'ait plus de victimes, mais là, on met des étiquettes. Moi, j'ai de la misère un peu avec ça parce que j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui aimaient ça, être victime, quand même. Ben oui, parce que victime, ça donne aussi un pouvoir. Ça peut donner un pouvoir aussi. Ben, c'est ça. Oui. Mais par contre, quand tu es dans une situation, dans une équipe, puis que tu commences à te regarder, ton sentiment de culpabilité, oui, vient du fait de femmes aussi, qu'on a une formation judéo-chrétienne aussi. Fait que quand tu t'apitoies sur toi-même, tu ne réalises pas qu'est-ce que tu es, puis tu n'es pas capable de faire face à la situation. Et qu'est-ce qu'on observe présentement dans la société? Beaucoup de gens s'apitoient, trouvent des coupables, au lieu d'être capables de regarder ses forces et prendre eux autres mêmes leur place. Donc, la dévictimisation, c'est d'accompagner les personnes à réaliser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, c'est pas parce qu'ils sont faibles, mais plus parce qu'ils réalisent pas qu'est-ce qu'ils sont,
puis qui prennent pas le pouvoir dans leur situation. Donc, pour moi, la dévictimisation, c'est d'accompagner la personne à ce qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe. Donc, tu vas reconnaître tout de suite le cheminement d'une médiation puis la logique du nursing. Il faut commencer par comprendre qu'est-ce qui se passe. Et après ça, il faut être capable de voir où on veut aller, c'est quoi les forces qu'on a pour être capable d'y aller. Donc, c'est vraiment, dans la dévictimisation, c'est vraiment aider la personne à cheminer puis de mieux comprendre où elle est et de déterminer la place qu'elle veut prendre avec les forces qu'elle a pour être capable de prendre sa pleine mesure dans son organisation. C'est vraiment une démarche de reconnaissance de soi-même, c'est ce que j'en comprends. Oui. Puis d'être capable peut-être de prendre un recul pour regarder ce qui se passe autour de soi, parce que je conçois très bien que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont victimes, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des pratiques, des gens ou des organisations qui ont des pratiques le terme existe, puis ça a été documenté, de la maltraitance managériale, ça existe. Des gens... Marie-France Irigoyen, qui est une spécialiste aussi, puis j'ai eu l'occasion de la voir une fois en conférence. C'est une femme passionnante qui a écrit plusieurs livres sur le harcèlement moral, c'est comme ça qu'elle l'appelait. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été vraiment victimes de harceleurs qui sont des fois très conscients de ce qu'ils font, puis des fois qui sont plus ou moins conscients, puis qui font ce qu'ils ont à faire, là, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, ce que j'en comprends, c'est ce que tu me dis, c'est regarde, toi, la personne, regarde ce qui est autour de toi, analyse, vois que tu n'es pas si faible que ça, hein? Puis peut-être prends ton pouvoir. C'est ça l'affaire. Exactement. Et France Irigoyen disait souvent, il peut avoir vraiment une méchanceté réelle, il ne faut pas le sous-estimer. La méchanceté peut exister. Mais dans les organisations que j'ai remarqué, c'est souvent qu'il y a du laxisme, énormément de laxisme. Un problème ne se règle pas tout seul. Un problème, il faut le regarder et il ne faut pas traiter que les symptômes parce que souvent, un conflit dans une équipe, c'est vraiment le symptôme d'une organisation qui va pas bien. Et je vous ai dit que j'étais co-conceptrice d'outils en organisation du travail. J'ai été obligée de changer mon approche. Parce que, qu'est-ce que j'ai réalisé? Je travaillais avec les éléments d'organisation de travail qui sont des éléments de contenu, des éléments de contenant. Le contenant, c'est plutôt l'espace, ton matériel, etc. Tandis que ton contenant, les éléments de contenu, c'est-à-dire, c'est plus ton champ de pratique, c'est tout ce qui est intrinsèque à ta pratique. Je ne pouvais plus le faire comme ça parce que les gens étaient en souffrance. Fait que il a fallu que je change mon approche puis que je développe un autre outil, mais que j'ai développé par moi-même, pas pour la FIC, mais par moi-même, où je commençais plus par de l'écoute, que je faisais une forme de dévictimisation. Et c'est là que je dis que ça peut être un préalable à une médiation, où je les écoutais, puis chacun leur tour. Là, il y a des établissements où j'ai fait jusqu'à 50, 55 entrevues. Où je les écoutais. T'avais pas parce que c'est ça qu'on s'en est parlé, tu fais des diagnostics organisationnels, tu as fait des diagnostics organisationnels, puis moi j'en ai fait quelques-uns aussi, mais j'avais un formulaire d'entrevue où ce que je voulais voir tel aspect, tu comprends, puis je répondais, je rencontrais mes gens, puis je faisais mon questionnaire. Fait que toi, tu faisais pas du tout de questionnaire? Non, moi j'ai été influencée beaucoup par M. Monk qui fait de la médiation narrative. Oui. Que j'ai eu la chance d'avoir un petit peu assisté à une de ses formations. Et donc, je commençais par vraiment accueillir et faire raconter à la personne qu'est-ce qu'elle vivait. Et comme je suis quelqu'un qui a toujours fait de l'organisation du travail, j'ai mes grilles, j'ai mes éléments et c'est juste après que je plaçais les mots que la personne m'avait dit que dans le fond, je lui donnais une forme. Puis, qu'est-ce que je me suis rendu compte? Quand on veut que quelqu'un vraiment se confie et jusqu'au bout, c'est pas des questionner. Moi, que j'aimais, c'est qu'il raconte, de me connecter à son regard, vraiment qu'il sente que c'est accueilli, pas y aller dans le jugement. Et aussi, je me suis rendu compte que quand j'écrivais, ils disaient, ça, c'est important. Si j'écrivais pas, ça, c'est pas important.
Fait que j'ai une excellente mémoire. Je mettais juste un petit mot, puis je leur disais une fois de temps en temps un mot-clé. Donc, après chaque entrevue, c'est là que je mettais pas ça tout de suite sur mon tableau. Je faisais juste mettre ce qui était important. Et à la fin des entretiens, parce que, qu'est-ce qu'on dit? Les gens se connaissent peu, mais quand tu les laisses parler, puis tu renforces. Fait, je faisais beaucoup de reflets, etc., là, que la plupart des médiateurs connaissent, surtout en médiation transformative. Je leur donnais une baguette magique à la fin de l'entretien. Oui. Puis je leur disais, ben toi, qu'est-ce que tu ferais? Et j'évitais de commencer à remplir mon tableau diagnostic qui, dans le fond, que je reprends à l'envers, qu'est-ce que je faisais avant, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle aimerait, puis c'est quoi, qu'est-ce qui l'empêche pour arriver à un diagnostic de tout le monde. Je ne voulais pas l'écrire au fur et à mesure pour pas que mon diagnostic ressemble à une personne. Donc, je prenais la peine de l'écrire juste à la fin. Et après, mon tableau, je le faisais valider par tous ceux que j'avais interrogés. Et après ça, on commençait à travailler avec le tableau. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est quand on les accueille, ces personnes-là, qu'on les laisse parler, on n'est pas dans le jugement, puis tout, déjà, ils se rendent compte de certaines choses, certaines forces. Puis après ça, ils sont capables de travailler à aller plus loin. Et en même temps, je suis conseillère ressources humaines agréée, puis j'ai participé d'ailleurs toutes les formations qu'ils donnent sur le harcèlement. J'étais dans le groupe pilote. C'est des sensibiliser à écouter, pas y aller trop vite. Pour commencer, quand il y a un problème, on s'en occupe tout de suite, première des choses, mais aussi de ne pas y aller sur des diagnostics trop rapides parce qu'il y a des fois, on coupe la tête de quelqu'un puis il va en avoir un autre. Là. La chasse aux sorcières, ça ne donne pas grand-chose. C'est ça, non. Oui. Mais c'est ça, on va en parler de ça. Dans le fond, moi, ce que j'entends de toi, c'est beaucoup dans l'accueil empathique. L'accueil, quand tu parles de non-jugement, moi, je me rattache à mes outils qui sont avec Marshall Rosenberg en communication non violente. Où lui, il parle de l'accueil empathique. Puis quand les personnes, ils ont les solutions, ils ont très bien, puis ils peuvent réaliser, puis ils verbalisent avec un étranger, une étrangère qui est toute là, puis qui est toute à leur écoute. C'est tellement précieux pour ces personnes-là. Je pense que, est-ce qu'on pourrait dire que ça fait peut-être partie de la première étape de la dévictimisation? Oui, tout à fait. Ça les aide à reprendre un pouce d'épaule. Et on le voit vraiment dans les yeux. Le regard change. Il y a quelque chose, parce que c'est rare. On va tellement vite, c'est rare qu'on prend le temps vraiment d'écouter quelqu'un. On est rapidement dans le jugement. Puis dans les solutions. Puis dans les solutions, mais quand on écoute la personne, elle-même, des fois, n'est pas 100% consciente qu'elle a elle-même du pouvoir, elle a elle-même des solutions, mais elle est dans souffrance. Puis dans souffrance, on est dans des mécanismes de défense. C'est pas toujours là qu'on est le plus habile. Parce que souvent, les gens qu'on va congédier, souvent, c'était les gens les plus passionnés, mais c'est les gens qui souffrent le plus d'une organisation du travail qui est déficiente. Et là, les gens s'éloignent. Il y a tout un mécanisme qui fait qu'on a peut-être gaspillé des gens très importants dans des organisations en leur mettant rapidement des étiquettes. Là. Fait que moi, que j'aime faire, c'est pour ça que j'appelle ça la dévictimisation, c'est accompagner la personne, mais qu'elle réalise elle-même qu'elle a sa place, elle a des qualités, elle comprend. Puis, quand tu n'es plus en souffrance, puis je vais t'effronter sur une chose. Tout le monde connaît la pyramide de Maslow. Oui. Quel besoin de sécurité, c'est la base, manger, se nourrir, tout le monde sait ça, pour arriver à la réalisation de soi en haut. Qu'est-ce que je me suis aperçue? Parce que comme conseillère syndicale, j'ai déjà sauvé la vie de personnes que je sentais à l'autre bout du fil que ça allait pas, puis que j'ai envoyé des policiers, puis il y en a une était dans le coma, là, d'ailleurs. Mais puis j'ai pas toujours réussi à en sauver. J'en ai perdu une ou deux, et ça frappe. Quand tu es dans une situation de violence où tu es en perte d'estime de soi, il n'y a plus rien qui est important. Manger, c'est plus important. Te loger, c'est plus important. Parce que ce qui est important pour l'être humain, c'est sa dignité.
Et quand tu perds ta dignité, tu perds un sens dans la vie. Et si je regarde avec nos personnes aînées, souvent, c'est ça qui se passe. Je trouve ça épouvantable, ce que j'observe. Parce que je suis vraiment une infirmière, je regarde beaucoup. Mm-hmm. Ces gens-là, souvent, on leur enlève leur dignité. C'est pas parce que tu es vieux que tu n'es plus capable de décider, mais c'est pas parce que tu es en souffrance que si tu es bien accompagné en souffrance, que tu n'es pas capable de reprendre c'est quoi ta valeur, puis d'être capable de reprendre ta place dans le groupe. Quand tu parles de la pyramide de Maslow, en passant, moi, j'ai fouillé ça, puis c'est contesté. Hein? Maslow, il n'a pas tout fini ses travaux, puis on n'a pas tout... c'est quelqu'un qui a parti ça, mais il y avait beaucoup plus de subtilité dans tout ce qu'il a fait. Oui. Puis Marshall Rosenberg, qui parle des besoins, n'a jamais fait de pyramide. Marshall Rosenberg, il dit, on a des besoins. Exact. Puis des fois, tu n'as plus faim parce que tu n'es pas là, puis ton besoin de dignité est aussi important que d'autres choses. Puis tu peux ne rien avoir dans ton frigidaire, mais tu as besoin de prier, puis tu as besoin de te relier à du beau, puis tu as besoin d'aimer, puis de sentir que tu fais partie de quelqu'un, de quelque chose, puis tu n'as rien dans le frigidaire ou peu. Tu sais, dans le fond, cette pyramide-là, t'es pas effrontée pantoute, là, hein? C'est vraiment que ça a été mal... oui, j'ai lu ça dernièrement. J'aimerais ça, il y a un petit point que j'aimerais ça. On a parlé beaucoup, les victimes qu'on veut qu'elles se reprennent en victimes ou qui se sentent victimes. Des fois, elles peuvent se sentir victimes, puis Tout à fait. Parce que moi, j'ai fait aussi des dossiers d'harcèlement psychologique, j'ai fait des médiations, j'ai fait des enquêtes, puis des fois, les gens se sentent victimes, mais il y a une chose que je dis, tu peux te sentir victime au niveau psychologique, mais au niveau juridique, ça ne passe pas la rampe. Exact. Il y a deux affaires différentes, là. Puis moi, ce que je comprends, c'est qu'on parle ici des victimes, des personnes qui se sentent victimes. On tasse un peu la notion juridique pour l'instant. Oui. De tout ça, là. Ils se sentent comme ça. Ils se sentent comme ça, puis on veut leur redonner du pouvoir. Ça passe par l'écoute, ça passe par l'accueil, ça passe par reconnaître, se redonner du pouvoir. Et qu'est-ce que tu en fais des gens? Parce que je pense que puis là, on voit notre réseau de la santé au Québec qui ne va pas bien, puis tout ça. Puis, comme bien des endroits dans le monde, hein, je pense que pas... bon. Mais je pense qu'il y a des gestionnaires qui souffrent aussi, qui sont obligés d'appliquer des trucs, puis qui sont contre ce qui se passe, mais qu'eux autres aussi sont en souffrance. Puis c'est comme s'ils font partie de je vais le mettre entre parenthèses, là, de la maltraitance managériale, quand on oblige les infirmières au Québec à faire du temps supplémentaire obligatoire. Il y a quelqu'un qui oblige ça. Il souffre aussi. Oui, puis je suis bien placée pour en parler. J'ai été 32 ans quand même à la FIC à accompagner ces femmes-là et on le voyait venir, ce mur-là, puis il n'y a rien qui faisait. Mais pendant des années, on a valorisé la performance, puis les indicateurs de performance, c'était plus en volume d'activité, mais avec une méconnaissance, c'est quoi un soin? Parce que la santé, je le disais tantôt, c'est biopsychosocial. Fait que tu as beau opérer quelqu'un, lui donner des médicaments, si dans son lit d'hôpital, tu ne le regardes pas, tu ne prends pas le temps de l'écouter, tu vas nuire à son établissement parce que la santé appartient d'abord à la personne. Et la façon de soigner dans les hôpitaux, souvent, c'est pas ça. Quand on a fait les lignes, d'ailleurs, j'ai été chercher la formation parce que pour critiquer quelque chose, il faut d'abord savoir c'est quoi. Oui, c'est ça. Fait que j'ai suivi la formation et d'ailleurs, je l'ai suivi avec une nouvelle ministre qui est Sonia Bélanger. Qu'est-ce qu'il faut savoir? N'importe quelle étude, tu peux y faire dire un peu qu'est-ce que tu veux. Parce que dans le ligne, qu'est-ce qu'il faut, c'est éliminer les conduits d'étranglement. Et en santé, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé du personnel, on a coupé toutes sortes de choses, on a fait en sorte qu'il n'y a plus de rendez-vous, qu'on ramassait des troupeaux pour pas que personne n'attende. Mais le pouvoir médical, on n'y a pas touché, fait que tout passe par là. Puis si ça n'allait pas là, bien, ça n'allait pas nulle part. Et ça, on n'y a pas touché. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on peut se servir des belles théories, mais quand, en arrière de la théorie, ton objectif, il n'est pas celui que tu dis,
ben, à un moment donné, ça peut faire du dommage. Et moi, c'est qu'est-ce que je réalise, ça fait énormément de dommages. Pour soigner le relationnel, il est important. Et ça, les ingénieurs ne l'ont jamais calculé, ne Ouais, l'ont non, c'est ça. jamais compris. Puis, ça faisait pas partie d'eux autres. Donc, ils ont tout évacué qu'est-ce qui est le fondement même de qu'est-ce qui est du soin. C'est ça que tu disais, tu faisais un objectif relationnel pas objectif de performance. Oui. C'est là, hein? C'est ça Oui, que tu ben, nous parles, là, quelque oui, part. ben, ils appellent ça dans certains livres les genders. Un gender masculin, le gender féminin. Et OK. le genre féminin est plus relationnel et le genre masculin serait plus de performance. Et pendant des années, pendant l'évolution de l'économie, qu'est-ce qu'on a valorisé? C'est plus le genre masculin, si on veut, la performance, la au performance. détriment du relationnel. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'on a déséquilibré, puis on le voit dans le système d'éducation aussi, on le voit dans plusieurs systèmes. Puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi? C'est qu'on s'est entouré de gestionnaires qui n'avaient pas nécessairement cette formation-là. Il y a du bien bon monde. Mais la gestion, c'est comme n'importe quoi. Ça s'apprend. Il y a des règles, il y a des choses qu'il faut faire. Et c'est pour ça que je fais partie d'une corporation comme CRHA. Parce que je me dis, au moins, tu as un code de déontologie, tu as des règles. Et là, à ce moment-là, tu n'es pas tout seul. Parce que quand quelqu'un en haut te demande quelque chose puis ça n'a pas de bon sens, ben, tu n'es pas juste toi que tu dis que ça n'a pas de bon sens. Tu t'appuies sur un code de déontologie, sur un champ de pratique. Donc, tu n'es pas seul. Le problème, c'est qu'on a banalisé cette compétence-là. On l'a banalisé, puis les gens qui sont gestionnaires, ben, ils peuvent être aussi en souffrance. Eux autres aussi. Ben oui, ben c'est sûr. Qu'est-ce qui rend malade quelqu'un? C'est pas la somme du travail. Les infirmières, même chose. C'est de ne pas avoir de satisfaction dans qu'est-ce qu'on fait. Quand tu fais quelque chose à tous les jours qui vont à l'encontre de tes valeurs, puis quand tu arrives chez toi que tu n'es pas satisfait de qu'est-ce que tu as fait, il y a une atteinte à ta dignité. Et ça rend malade. Puis, Puis, que tu sois infirmière, gestionnaire, médecin, il y en a des suicides de médecins aussi, là. On en parle pas, mais ils en vivent de la grosse détresse, eux autres, là. Ben pourquoi? Parce que on est après, il y a quelque chose qui me fait rire un peu. On est après changer des machines. On parle d'intelligence artificielle. Puis pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que je remarque? Il y a beaucoup d'humains qui se comportent de plus en plus comme des machines. Dans le sens qu'on ne leur donne pas de place au jugement. On ne leur donne pas de place à qu'est-ce qui fait que l'intelligence devienne une vraie intelligence. Parce que et c'est fascinant de remarquer jusqu'à quel point que quand on pose une question banale, j'arrive dans un café, je demande un grand café, pas de sucre avec un lait moussé. Là, ils vont dire, ben, quelle grandeur ton café? Ben oui. Est-ce que vous voulez dire? Comprenez? Des policiers, dans n'importe quoi, c'est comme si de plus en plus, l'insatisfaction fait en sorte qu'on agit un peu par des automatismes. OK. Et dans le fond, ce que tu es en train de dire que c'est comme si cette qualité de le relationnel, l'humain, puis tout ça, ce que tu sens, c'est que ça prend un peu le bord, dans le fond? Oui, oui. Tu es en train de nous dire? Oui, puis que tu sois gestionnaire, pour moi, un bon professionnel, c'est pas juste, on ne mesure pas juste avec ses diplômes sur les murs, c'est par ses attitudes, par le fait d'être capable de rentrer en communication avec quelqu'un. C'est vraiment une attitude. Puis d'ailleurs... l'empathie, la bienveillance. Exactement. Je ne sais pas si tu as déjà... Là, je vais dire quelque chose qui est bien drôle, là, mais moi, quand j'étais petite fille, je lisais des livres sur la comtesse de Ségur. Ben, moi aussi. C'était la bonté, puis la vertu, les vertus. On n'en parle plus de ça. Non, mais moi, être une bonne personne, puis la religion catholique, ben, au Québec, on va parler au Québec parce que tu sais qu'on est vu partout, là, des gens de la francophonie mondiale qui regardent les vidéos. En tout cas, au Québec, la religion catholique, on a tout tassé ça, mais on dirait qu'on a tassé aussi beaucoup de choses, de repères moraux, je ne sais pas trop. Mais c'est que la religion, fondamentalement, reprend des valeurs qui sont des valeurs humaines. C'est pas des valeurs qui appartiennent aux religions, c'est des valeurs de mieux vivre ensemble. Donc,
On avait des cours de bienséance. On appelait ça des cours de bienséance. Maintenant, il y a des cours de civilité, puis Oui. c'est correct. Il faut que ça fasse partie d'un cursus, puis dès la maternelle, même l'empathie devrait être enseignée. Il y a dans des pays en Europe que l'empathie est enseignée aux En enfants. Suède, je crois, au Oui, Danemark. oui. C'est au Danemark, oui. Oui, mais il faudrait y songer parce que si on veut avoir un citoyen responsable, un travailleur responsable à n'importe quel niveau, ben, il faut que la petite graine, on l'ait plantée jeune et on est porté à mettre des étiquettes sur les gens, condamner, mais sans que la société, on prenne vraiment notre responsabilité d'accompagner depuis le début. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aider aux parents. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les écoles? C'est de remettre des règles. C'est pas vrai que la liberté de parole permet à tout le monde de dire n'importe quoi. Va vivre dans une forêt tout seul, il n'y a pas de problème. Mais pour vivre en société, il y a des règles. Puis je pense qu'il va falloir, on est rendu à se dire qu'il faut des règles. On peut pas fonctionner avec une société où il y a trop de victimes. Faut que les gens soient capables de se prendre en main, se gratter la gale, comme on dit, là, ça donne absolument rien à personne et ça donne pas de satisfaction à personne, mais il faut qu'il y ait des déclics. Puis ces déclics-là, c'est ça que j'essaye de provoquer. Ben, c'est bien. On ne sait pas, peut-être notre webinaire va faire ça aussi. Puis dans le fond aussi, c'est parce que ça ne peut pas être éternellement, on ne peut pas juste avoir des victimes dans la société parce qu'on n'a pas assez de tribunaux de toute façon pour s'occuper de tout ça. Il faut que les gens reprennent leur pouvoir. Puis ce que tu es en train de me dire, moi, ce que j'en vois, c'est aussi en prévention de la victimisation. Ben oui. D'agir dès que l'enfant est à l'école, à la maternelle. Peut-être qu'il n'y a pas des parents qui sont outillés pour l'aider parce que tu sais que c'est pas non plus. Non. Des fois, si tu as été abusé dans ta vie, si tu as été battu, maltraité, c'est dur de donner ce que tu n'as pas eu. On le voit là avec beaucoup de traumatisme au niveau des peuples de Première Nation, tout ce qu'ils ont vécu, puis tout ça, c'est dur. Il y a un traumatisme générationnel. Oui, mais il y en a dans toutes les familles. Je veux dire, comme de l'inceste, j'en ai même subi. Puis j'ai commencé à aller mieux quand j'ai commencé à en parler d'ailleurs. Mais il y a 3 façons de réagir. On peut s'apitoyer sur soi-même, rester dans la peine toute sa vie. On peut être en colère, mais la colère, ça peut être une belle énergie en autant que tu t'en serves pour quelque chose. Mais tu peux te servir de ce sentiment-là pour rebondir, pour apprendre. Et pour moi, l'être humain, on a tout un coffre à outils, puis c'est d'être capable, quand tu arrives dans une situation difficile, c'est les situations difficiles qui font que tu vas te servir d'un outil puis tu vas les renforcer. Fait qu'à un moment donné, quand il t'arrive quelque chose, ben au lieu de s'apitoyer, de dire ben j'ai une belle opportunité de regarder qu'est-ce que j'ai, mais il faut toujours que tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que l'objectif, d'avoir des objectifs, ça reste toujours important. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Là, on est en train de tomber dans la résilience, qui serait un autre gros sujet de résilience et tout ça. Mais, tu sais, j'aimerais ça qu'on vienne un peu oui, il n'y a pas de problème. La prévention, ça commence, comme tu le dis, jeune. À l'école, ça commence jeune, ça commence à outiller les gens, ça commence... Puis la médiation, on est dans la prévention aussi à quelque part. Quand on arrive avec tous ces mécanismes de médiation, au Québec, on voit que ça a quand même un bel essor. En Europe, ils travaillent fort pour que ça marche. Ils travaillent très, très fort pour que ça marche. Tout ça un peu à quelque part pour... Est-ce que tu serais d'accord de dire avec moi que la médiation, c'est un processus aussi qui va aider à la dévictimisation? Ben oui, certainement. Mais des fois, avant d'asseoir des gens autour d'une table de médiation, c'est important de rééquilibrer. C'est pour ça que je l'annonçais comme la dévictimisation, aussi comme moyen, je m'en suis servi dans différents hôpitaux pour que la personne soit capable de participer à la discussion. Parce qu'autrement, il n'était pas capable. Mais
Mais aussi, il y a des fois qu'il faut vraiment que tu les envoies consulter un médecin ou un professionnel. Parce qu'un médiateur ne peut pas devenir un thérapeute. Mais on est capable d'aiguiller puis de dire à la personne, mais tu devrais aller voir ton médecin. Mais c'est important, avant d'asseoir quelqu'un à une table de médiation, d'être capable de l'avoir accueilli, qu'il comprenne qu'est-ce qui arrive, puis qu'il soit capable de retrouver ses repères pour être capable d'être actif. Pour moi, la médiation, on a trop judiciarisé les rapports humains en relation de travail. Et il y a une déresponsabilisation là-dessus. Puis, on perd notre capacité à mieux communiquer. La médiation, on travaille vraiment, quand on parle ensemble, on apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux communiquer et on prend ses responsabilités, on prend la mesure de qu'est-ce qui se passe. Pour moi, la médiation, c'est le meilleur outil dans une société pour responsabiliser les gens, puis d'en faire des personnes actives et non pas des victimes. Écoutez, tout ce qui se passe, il y a vraiment ça. Moi, il y a une organisation que j'aime beaucoup, qui est l'Institut Pacifique au Québec. Et qui font des choses extraordinaires avec les enfants. Moi, je me dis, avant, il y avait des cours prénataux. Ils ont tout enlevé ça, ils ont enlevé plein d'affaires. On est dans le curatif, le préventif, on a décidé de balayer ça. Mais c'était important là-dedans parce que de devenir parent, ça vient avec des incertitudes, des inquiétudes et ça nous permettait, parce que j'en ai donné, d'être capable d'identifier des problématiques dès la grossesse. Des parents qui étaient moins outillés que d'autres. Qui avaient besoin d'aide. Puis ça, en le faisant comme ça évitait beaucoup de problèmes. Ben oui. Tu dois connaître la fondation du Dr Julien aussi. Ben oui. Avec les enfants là, qui sont en difficulté aussi. Ça, c'est un bel. Ils font du bon travail aussi. Là. Mais eux autres aussi sont en communautaire. Oui, c'est en communautaire. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, avec notre communautaire, nos beaux CLSC, puis tout? On a mis la hache là-dedans, les beaux programmes de prévention, puis tout. Il y en a plusieurs qui sont envolés. Et les CLSC, c'était merveilleux. C'était un endroit où tous les professionnels travaillaient vraiment en interprofessionnalité. Et d'ailleurs, les médecins étaient à salaire en CLSC, je dis ça comme ça, là. Mais c'était vraiment une équipe, il y avait des psychologues, puis tout. Et où on recevait même des ambulances. C'était ouvert jusqu'à minuit, c'était ouvert du 7 jours par semaine. Mais ils faisaient de l'éducation, ils étaient plus présents dans les écoles. Les infirmières ne faisaient pas que juste la vaccination, quelques petites affaires. Il y avait une porte ouverte. Les enfants qui vivaient du taxage, des difficultés à la maison, ils savaient qu'ils pouvaient rentrer dans ce bureau-là puis être accueillis. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est tout un travail. La prévention, pour moi, c'est fondamental à tous les niveaux. J'ai l'impression, puis là, on va terminer là, bientôt, mais j'ai l'impression que malheureusement, toute cette prévention-là, on fait ce qu'on peut. On travaille là-dessus. Je me rends compte que je te rejoins, je ne vais peut-être pas nommer ça comme des ateliers sur la dévictimisation, mais je me rends compte qu'avec mon travail, puis c'est le fun. Avant qu'on fasse notre entrevue, je ne l'avais pas vu comme ça. Fait que merci beaucoup. Mais tout ce manque de personnes, puis on est en déficit de personnes. Puis là, quand tu dis qu'ils ont coupé la hache dans les CLSC, les résidences pour personnes âgées, ça, c'est une autre problématique, puis tout ça. L'aide aux enfants, il nous manque des professeurs au Québec, il nous manque des psychoéducateurs, il manque du monde dans les garderies, il manque du monde dans plusieurs places. C'est quasiment épeurant. Je pense qu'on est comme très loin dans un objectif de prévention sociétale. J'ai l'impression que... Oui, mais je sais que je suis une personne hyper passionnée. Puis moi, je me dis, si je peux contaminer le plus de personnes possible, parce que des fois, c'est pas une question de nombre. Tu peux avoir 6 personnes pour faire un certain travail, puis tu peux en avoir 12 pour arriver à des objectifs à 6. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Quand les gens se sentent respectés, quand ils ont une certaine autonomie, quand il y a une certaine reconnaissance, ça donne des ailes. Et qu'on arrête de traiter des gens comme des numéros pour soigner, pour enseigner, pour faire plein de choses. C'est une équipe qui doit le faire. Comme on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, bien pour
pour soigner dans une équipe ou pour enseigner, c'est important d'avoir vraiment une équipe. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir un bon capitaine. Sur un bateau, si on veut vraiment arriver à part, il faut avoir quelqu'un qui sait où s'en va, puis qui a du leadership. Un bon leader ne fait pas de microgestion. Un bon leader sait où trouver ses forces, puis met ses forces aux bonnes places. Et ça, c'est valorisant. Fait que pour moi, qui manque du monde, il faudrait se poser la question pourquoi. Puis avec le nombre de personnes qu'on a, on pourrait en faire beaucoup plus qu'on en fait présentement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis des fois aussi, dans le fond, un jour, j'ai réalisé, je donnais une conférence, puis il y avait beaucoup de monde dans cette conférence, mais il y avait des leaders. Oui. Puis ces leaders-là qui sont venus me voir, puis ont dit, Madame Vallière, petite affaire là, qu'on a pris. Fait que des fois, c'est peut-être pas tant que ça le nombre, mais ces leaders-là qui vont toucher des organisations de 1000, de 2000 personnes, de 3000 personnes, qui vont arriver puis qui vont faire peut-être des choses d'une petite manière différente. Des fois, c'est ça, il ne faut pas sous-estimer toute l'influence puis tous les petits pas, là, dans le fond, qu'on peut avoir, que chacun peut faire un petit pas. Que moi, je crois beaucoup aussi à que si moi, je me change, ça va influencer les autres, ça va changer l'effet papillon qu'on appelle, là. Exactement. Quand je travaillais dans les chambres de naissance ou mes premières années dans les salles d'accouchement, quand j'accompagnais, je disais toujours à la dame que j'accompagnais, chaque contraction, il faut l'accueillir puis la laisser travailler parce que plus qu'on la laisse travailler, moins il va en avoir. Puis je ne rentrais pas dans les détails, mais il y a vraiment quelque chose qui est fondé là-dedans quand tu la laisses s'installer. Tu l'accueilles. L'accueillir. Et qu'est-ce que je faisais aussi, c'est qu'on sait que le stress, parce que j'aime beaucoup Sonia Lupien qui travaille sur le stress. Il n'y a rien qui est plus stressant que d'avoir de l'impuissance, se sentir impuissant. Donc, j'éduquais le conjoint et je lui donnais un rôle qui était le rôle du confort. Et ça avait vraiment une importance, puis ça changeait complètement la relation. Je le mettais en charge de gérer le trafic, de s'assurer du calme, de vider la vaisselle aux heures, etc., etc. Et la relation était vraiment différente. Et moi, vous dire que il n'y avait pas beaucoup de médication parce que quand tu es calme, tu fais en sorte que les hormones qui sont capables de t'aider puissent agir. Tu les bloques pas. C'est un petit peu la même chose en organisation du travail. Tout ce laxisme, ce manque de compétences, des fois qu'on a banalisé, ça fait en sorte qu'on se coupe des moyens. Les moyens de faire quelque chose, ça ne se compte pas en volume, mais en qualité. Puis que les gens soient heureux dans ce qu'ils font, puis soient capables de se réaliser dans ce qu'ils font. Parce que si tu as le sentiment que tu te réalises pas puis que tu n'es pas important, ben là, finalement, tu fais du présentéisme et là, tout le monde y est perdant. Oui. Écoute, dans le fond, je pense qu'on a en tout cas, toi puis moi, on a certainement cet objectif de bienveillance dans notre société. De bon climat de travail, de bienveillance, puis que ça aille bien. Hein, puis, tout à fait. Fait qu'il faut contaminer. Il faut contaminer. Alors, j'espère que tous les auditeurs vont être contaminés par notre rencontre, puis qu'ils vont la diffuser, donc de la partager. Tout à fait. Puis, avant de mettre fin, j'aimerais ça savoir, Joanne, parce que je pensais à Sonia Lupien. Sonia Lupien, en passant par Amour du stress, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui a fait une dernière édition. Donc, s'il y a des gens qui écoutent ça, là, qui sont intéressés, elle a fait des belles recherches. Mais toi, là, Joanne, est-ce que tu fais du coaching? Mettons, quelqu'un nous écoute et dirait, oh mon Dieu, il me semble que j'aimerais avoir un coaching. Tu fais tout ça? C'est vraiment dans qu'est-ce que j'aime le plus. L'année passée, j'ai pris un mandat de négociation, puis à la condition que j'aie un siège de coaching. Parce que j'ai vraiment fait une médiation participative. Puis, mais qu'est-ce que je voulais, c'est que ça reste à la personne avec qui je travaillais dans l'organisation. Comme au CHUM, il y a quelques années, avec les ressources humaines, j'avais fait un protocole de co-médiation pour être capable, j'accompagnais la personne, j'avais fait des outils. Quand on dit qu'on est dans un leg,
un leg professionnel. C'est ça que je veux faire. Le day-to-day, c'est plus ça qui m'intéresse. OK. Puis faire des enquêtes, c'est pas ma tasse de thé. Non. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est d'être capable de regarder avec quelqu'un puis de l'aider à développer son talent puis contaminer. Bon, ben c'est bon. Fait qu'on va pouvoir donner tes coordonnées si jamais il y a des gens qui veulent te rejoindre pour toute ton expertise, toute ta bienveillance et ta bonté et ton intelligence. Voilà, intelligence portée par le cœur. Mm-hmm. C'est bon, ça fait du bien. Ben, je te remercie, Joanne, puis je te souhaite une belle été et plein de beaux moments avec tous tes proches et tes petits-enfants aussi. Je crois que tu as des 9 petits-enfants. 9 petits-enfants. Bon, Mais alors, à toi de même, ça a été vraiment intéressant et j'aime avoir des belles rencontres et tu en fais partie. merci beaucoup. Bye bye.